Ah, la Tanzanie, ce nom résonne à nos oreilles comme une promesse d'aventure avec un grand A et de nature sauvage. Sans doute l'un des plus beaux pays du monde, une immersion incroyable au cœur du monde animal. Succès oblige, cette destination a la réputation d'être assez chère et beaucoup se contentent de regarder les émissions à la télé. Peut-on s'organiser un safari et un séjour en Tanzanie par soi-même avec son sac à dos à la baroudeur? On a fait ça cet été pour vous et on a testé la Tanzanie hors des sentiers battus, une Tanzanie plus authentique et une Tanzanie aussi bien moins chère. Allez, on vous dit tout dans cette vidéo pratique. Question, quelle est la période la plus favorable pour se rendre en Tanzanie, aussi bien du point de vue climat que du point de vue économique. Question formalité, budget, que mettre dans sa valise. Question santé aussi. Quelles sont les compagnies aériennes les plus utilisées et les plus sécures pour se rendre en Tanzanie? On vous dit tout là maintenant pour organiser vous aussi, comme nous, votre safari et votre rêve tanzanien. Bon alors, quelle période choisir pour se rendre en Tanzanie et à Zanzibar? Attention, les deux sont un peu différents. On peut y voyager toute l'année, c'est vrai. Les couleurs, les senteurs, l'ambiance est tout à fait différente entre la saison des pluies et la saison sèche, la saison fraîche et la petite saison des pluies. J'ai envie de dire qu'on peut visiter la Tanzanie en toute saison. Chacune a son charme et évidemment que la haute saison est la plus favorable, la saison sèche, d'accord, décembre, janvier, février, ou la saison fraîche, juillet, juin, juillet, août. C'est évident, mais évidemment, succès oblige et climat oblige, il y a beaucoup plus de monde et les prix ont tendance à être un petit peu plus hauts. Si comme nous, vous sortez des sentiers battus, là je suis en train de vous parler par rapport au parc du Nord et à Zanzibar, c'est vrai que c'est couru, c'est vrai qu'il y a du monde et que les prix sont plus hauts, oui, mais si comme nous, vous partez un petit peu plein sud, un peu hors des sentiers battus, vous verrez qu'on peut quand même, en cette période, se trouver des safaris et s'organiser des safaris par soi-même. Vraiment pas cher, en tout cas, beaucoup moins cher que dans les grands parcs du Nord. Bon, alors je vais faire un petit peu mon prof d'histoire. Voici les 4 grands espaces qu'on peut rencontrer en Tanzanie. Je vous remets la carte, évidemment. Vous avez au nord les hautes montagnes, Kilimandjaro, Mont Meru qui culmine à plus de 5000 mètres. Ah là, on peut avoir des neiges éternelles, on peut avoir très froid la nuit. Il faut faire attention également à la saison des pluies, qui n'est pas la plus indiquée pour visiter la région. La grande migration des gnous, c'est en décembre. C'est là qu'on retrouve les plus grands parcs, Ngorongoro, Tangier, etc. Rien que les noms, l'évocation de ces noms fait rêver. C'est les plus beaux parcs de Tanzanie, mais aussi les plus chers et les plus fréquentés. Difficile là de s'organiser par soi-même. Vous avez tout l'espace central, là aussi avec de très beaux parcs, beaucoup moins fréquentés, beaucoup moins connus. Le plateau central qui culmine en moyenne à 1500 mètres, d'accord. On y retrouve pour 64%, c'est 64% du territoire tanzanien. On y retrouve une steppe Maasai, très aride avec très peu d'arbres. Et puis la grande savane africaine comme on la rêve, là elle est beaucoup plus arborée, on l'appelle le bush. On y retrouve les acacias, les baobabs, c'est ce qu'on a pu voir à Mikumi ou à Ruaha, l'Afrique comme on la rêve. Et puis vous avez tout à l'ouest, la région du plus grand lac d'Afrique et du monde quasiment, le Tanganyika, l'un des plus profonds du monde aussi. D'accord, c'est une autre région également à visiter, beaucoup moins connue, vous vous en doutez. Enfin, le littoral tanzanien, la Tanzanie de la mer, des côtes baignées par l'océan Indien, 1 kilomètre de plage de sable blanc assez impressionnant, des îles tropicales équatoriales magnifiques et légendaires, Zanzibar, Mafia, Pemba, etc. Autant dire que la Tanzanie offre différents paysages, différents climats, différents aspects. Donc, allez, la Tanzanie, un pays aux multiples visages.
Bon, question épineuse, avant de pouvoir parler pépettes, parler budget et parler billets d'avion. Que faut-il privilégier? Est-ce qu'un atterrissage à Zanzibar est préférable, étant donné qu'on va sans doute, comme nous, finir son séjour tanzanien et après les safaris, finir sur Zanzibar? D'accord, on prend un aller-retour spécial de Paris, de Genève, sur Zanzibar directement, ou préférez Dar el Salam, la ville qui a très mauvaise réputation. D'accord? Bon, bah à vous de voir. En fait, c'est le prix des billets qui va vous dicter un petit peu votre voyage, on va dire. D'accord? Nous, on est passé par Dar el Salam pour des raisons pécuniaires, c'est-à-dire qu'à la période en mois d'août, on a trouvé des billets autour de 700 €, hein, aller-retour, avec la Turkish pour aller, la Qatar pour revenir, j'en parle dans un instant. Et donc, c'était le plus intéressant. Dar el Salam, Zanzibar, il y avait bien 200 € de différence. Vous allez me dire, ouais, mais bon, il y a le bateau à prendre, oui. Bon, c'est 30 $ environ, donc ça fait 70 $ en plus. Quoi qu'il arrive, on gagnait à peu près 150 €. Donc, et puis le bateau, c'est 1h30 pour traverser. Donc on s'est permis de faire ça, mais sur certaines périodes, vous remarquerez que c'est tout à fait possible de trouver du Zanzibar. Mais quoi qu'il arrive, vous devrez prendre le bateau également pour aller faire un safari, sauf si vous êtes vraiment en frais et que vous avez gagné au loto, et là vous pourrez prendre l'avion. Et là c'est une autre histoire et c'est un autre budget que nous n'avons pas. Donc je vous présente évidemment comment dirais-je, un budget et un séjour routard, hein, d'accord, avec des moyens limités, d'accord. La solution idéale, si vous la trouvez, pourquoi pas, et je ne l'ai pas trouvée moi, c'est d'atterrir à Dar el Salam pour pouvoir ensuite faire son safari à l'intérieur des terres, revenir à Dar el Salam, traverser en bateau sur Zanzibar et avoir un vol retour directement Zanzibar jusqu'à chez vous, en tout cas jusqu'à la France. Allez, on parle maintenant pépette, on parle budget. Bon, sachez que un Genève-Zanzibar au mois de novembre ou au mois d'octobre vous coûtera autour de 700 €, d'accord. Alors là aussi, j'ai regardé, là maintenant, on est au mois de septembre. Sans doute que si vous y prenez 6 mois à l'avance, vous aurez des bons prix. Attention, plus on se rapproche du but, et plus les prix ont tendance à monter, forcément. Avec la Turkish, on a eu 13 heures, avec 2h30, 3 heures de transfert et d'attente à Istanbul, mais l'aéroport est sublime. Et au retour, nous, on a changé de compagnie, on n'est pas passé par la Turkish, on est passé par la Qatar. Peut-être que c'est possible aussi, si vous prenez un retour sur Zanzibar, de trouver deux compagnies différentes, c'est pas plus mal, d'accord. Et la Qatar, c'était super luxe. On s'est arrêté à Doha, même pas 2 heures, pour rejoindre Genève en 12 heures environ. Ça, c'était top pour 780 €, je crois, le billet. Bon, il y a bien moins cher, on va le voir, mais c'est vrai que c'était pas mal. Ok, donc ça c'est dit. Bon, sachez que la plupart des billets que j'ai trouvés là pour la période octobre, novembre, etc., la petite saison des pluies sur place, c'est le retour qui est compliqué. Il y a 30 heures de vol pour le retour avec 15 heures d'arrêt à Doha. Mais sachez qu'il y a 2 ans en arrière, j'avais fait ça et c'est l'occasion ultime et unique de visiter Doha, pourquoi pas, l'aéroport est fabuleux, pour aller au centre-ville c'est vraiment pas cher, on l'a fait assez tranquillement, il n'y a pas de formalité trop oppressante, hein, un pass sanitaire et ça suffit, il n'y a pas besoin de visa. On s'était pris un petit hôtel dans le centre de Doha, hein, et on peut visiter la ville qui est très agréable, très reposante et puis assez étonnante de voir cette ville ultra moderne en plein désert. Donc ça peut être une solution aussi, hein. D'accord. Et si on veut faire du Dar el Salam, alors c'est tout autre. Ah, je vous ai noté un petit peu tout ça. Bon, sachez que un Genève-Dar en novembre ou en octobre va vous coûter autour de 557 €. Et ouais, c'est pas mal là-haut. 557 € avec la Turkish. D'accord, avec la Qatar, on est à 652 € si on veut être en octobre. Donc on est entre 557 et 652. Les vols, soit avec la Turkish, soit avec la Qatar, en mois de octobre-novembre, qui est l'une des périodes favorables, je vous l'ai dit, pour visiter la Tanzanie. Bon, un petit peu de pluie, c'est vrai, à la petite saison des pluies, mais c'est super agréable. Ça rafraîchit un petit peu l'atmosphère. Et puis en plus, il y a beaucoup moins de monde et les prix ont tendance à être moins hauts aussi. Même le moins cher, c'est Bruxelles Airlines avec Rwanda Airlines. Alors je connais pas ces compagnies, mais rien que le nom de Rwanda Airlines, bon, non, 508 € c'est vrai. Je préfère payer 50 € de plus pour la Qatar ou 100 € de plus pour la Qatar ou la Turkish, avec deux compagnies vraiment régulières qui tiennent la route. Je les ai testées cet été. En tout cas, on n'a pas eu de soucis, nous, en tout cas, dans nos vols. Sachez que la moitié du groupe a pris de l'Ethiopian Airlines. Là aussi, le mot peut faire un petit peu peur, c'est vrai. Mais il n'y a eu aucun souci, ceux qui ont pris. Il y a une dizaine qui l'ont pris, à des prix un tout petit peu plus chers que nous. Bon, parce qu'ils l'ont pris après nous et que les prix ont eu tendance à monter par la suite. D'accord, ouais, Ethiopian Airlines, c'est une bonne possibilité de pouvoir rejoindre Zanzibar et de pouvoir rejoindre
Dar el Salam, d'accord? Ça c'est dit. Sachez que si vous prenez vos billets, par exemple, j'ai tapé 17 février jusqu'au 27 février, 10 jours en Tanzanie, Genève, Dar el Salam, on est à 555 €. Très intéressant ce prix, évidemment. Là aussi, on est avec la Qatar ou avec la Turkish. Si vous prenez au mois de juillet, et ben là, j'ai regardé, le Dar el Salam au mois de juillet est un peu plus cher. On est à 886. Je vous avais dit tout à l'heure, au mois de juillet, nous, on était combien? À 880 pour Zanzibar. Donc, vous voyez, il va falloir casser sa tirelire. C'est la haute saison. Juillet, août, les billets ont tendance à être un petit peu plus haut. Mais si, comme moi, vous n'avez que les vacances scolaires pour pouvoir aller là-bas, et surtout qu'on y a passé plus de 15 jours. Donc, ouais, c'était plutôt pas mal. Bon, vous allez me dire, Laurent, t'es gentil, ok pour les billets d'avion, la Turkish, la Qatar ou même l'Ethiopian Airlines. Pourquoi pas? Ok, les compagnies sont fiables. On va sur Google Fly, on va sur Skyscanner, on a trouvé de la Qatar pas trop cher, le billet nous intéresse, hop, on tape sur voir, et là ça nous renvoie sur toute une série d'agences de voyage en ligne, hein, Dream, Opodo, Trip.com, Expedia, Budgétaire, toute une liste, ça va du moins cher au plus cher, il y a parfois 30, 40, 50 € de différence, voire plus. Hein, mais quelle compagnie choisir dans cet univers-là? Attention, c'est vrai que sur Skyscanner, parfois sur Google Fly, on vous donne des compagnies en direct. Parfois, il y a des prix en direct avec la Turkish, avec EasyJet, ça m'est déjà arrivé et ça c'est bon. On tape et on va directement sur le site de la compagnie. Attention, parfois les prix changent, ils sont plus d'actualité. Ça peut arriver, mais c'est sûr que si on peut avoir du direct la compagnie, ça c'est bon. C'est assez rare quand même qu'en allant en direct sur la Turkish ou sur la Qatar, vous ayez les mêmes prix. Ces centrales de réservation ont souvent des prix de gros, etc., bien plus intéressants, hein, sauf si vous êtes évidemment client fidèle et si vous avez des promotions sur ces compagnies, pourquoi pas en direct, mais c'est très rare. Il va falloir, quoi qu'il arrive, souvent passer par un intermédiaire si vous voulez avoir les meilleurs prix, évidemment. Et ces intermédiaires, c'est la jungle, c'est le combat ultime, ils sont nombreux, lequel choisir, lesquels à éviter. Alors, d'une manière générale, faites très attention. Si vous tapez les 10 meilleures agences de voyage en ligne hein, sur Internet, vous allez tomber sur Opodo, sur Promo Vacances, hein, sur Go Voyage, etc. Qui a fait ce classement? J'en sais rien. Souvent, c'est peut-être eux qui payent pour avoir. Hein. Est-ce que c'est sur les avis clients? Il faut voir. Il faut savoir que ouais, Opodo ou Go Voyage, c'est du lourd quand même si ça ne vous empêche pas d'avoir certaines difficultés parfois et d'avoir des problèmes avec eux. Faites attention. Juste un exemple avec Opodo, il faut faire très attention. Hein, quand vous rentrez vos billets, que vous cherchez vos billets à un prix super intéressant, ils vont vous rajouter leur truc de fidélité Prime. Et ce truc Prime vous permet d'avoir super tarif, à un prix défiant peut-être parfois toute concurrence. Hein, mais le mois suivant, vous allez devoir payer chaque mois 30 et quelques euros, je crois, pour pouvoir bénéficier de cette offre. Sauf si vous... c'est marqué en tout petit, hein. Sauf si vous vous désabonnez, etc. Moi, je n'avais même pas vu que j'étais sur un truc Prime. Ils vous l'indiquent quasiment pas. On ne sait pas ce que c'est. On va se faire avoir. Il a fallu les appeler, des courriers, etc. pour me débarrasser de ce truc. Dernière fois que j'utilise Opodo. Bon, voilà. Hein, faites attention également sur Go Voyage ou autre. Hein, Bravo Fly ou comment il s'appelle, Dream sont les spécialistes des frais cachés. D'accord. Avant, c'était avec la Visa, quand vous alliez payer à la fin, super prix, hop, vous payez en Visa. Ah maintenant, si vous payez en Visa, c'est 30, 40, 50 ou 60 € de plus. Il fallait utiliser une carte que personne n'a pour pouvoir bénéficier de ce tarif. Je crois qu'ils ont été épinglés par la Cour européenne, etc. Ils n'ont plus le droit de faire ça. Ça n'apparaît plus, mais il y a d'autres astuces. Les frais cachés, les frais de dossier, au moment où vous allez payer, hop, ça vous rajoute 40 ou 50 € de frais de dossier par billet. Et là, c'est plus le même prix. Et la dernière arnaque, le dernier truc qu'ils ont trouvé, alors quand vous allez dans la liste, pour vous payer, il faut vous faire aller sur leur site, le prix est super intéressant, sauf que quand vous y allez, vous vous rendez compte que les bagages ne sont pas compris. Un long courrier à l'autre bout de la terre, pas de bagages en soute. Ouais, il va falloir passer à la caisse et souvent, là, vous vous rendez compte que le prix n'est pas du tout intéressant ou beaucoup moins intéressant si vous devez rajouter 1, 2 ou 3 bagages. Pour le reste, quelles expériences moi j'ai? J'ai très bonne expérience avec Budgétaire. Alors si vous allez sur les forums, vous trouverez forcément des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, certainement, qui ont eu des petits soucis, si vous tapez mal votre nom ou quoi que ce soit. Mais sur toutes les compagnies, c'est comme ça. Hein. Bien du mal ensuite, si le nom n'est pas le bon, ou la date de naissance, ou je ne sais pas, le numéro du passeport. Bien difficile ensuite de pouvoir les avoir et de pouvoir corriger l'erreur, etc., etc. Pendant le Covid, il y a eu énormément de soucis, vous vous en doutez. Mais moi, j'ai pris Budgétaire assez régulièrement depuis 3-4 ans et j'ai jamais eu de soucis. Dernièrement, pour aller en Tanzanie, mon vol Doha-Genève au retour avait été légèrement décalé de 40 minutes. Hop, ils m'ont envoyé un petit message sur ma boîte mail, etc. Je l'ai reçu pour m'en avertir.
c'était plutôt cool, d'accord. Les prix sont super compétitifs, souvent, d'accord. Alors, j'avais payé, je crois, sur la Tanzanie, 20 euros de plus par billet par rapport à eDream, etc. Mais je voulais pas aller là-dedans. J'ai tapé sur eDream, je me suis encore retrouvé avec les frais de dossier, le prix qui n'était pas le bon, etc., etc. Booking.com fait les billets d'avion aussi. J'ai trouvé le meilleur tarif, hop, j'y vais, etc. Et au dernier moment, au moment de payer, tac, on m'a dit qu'attention, ce prix n'est plus d'actualité, vous confirmez ou pas votre paiement? Bah non, je confirme pas, il y avait 60-70 euros de plus. C'est quoi cet embrouille? Je l'ai essayé 2 fois sur Bangkok également, ça m'a fait pareil. Parce que Booking a moins de billets d'avion, je ne sais pas comment ils s'organisent. Mais pour l'instant, j'ai pas testé. Budgétaire, j'ai testé. C'est le groupe Travix, c'est des Pays-Bas. J'ai réussi à joindre, je crois, il y a quelques années en arrière, il y a 2 ans, 3 ans, j'avais un souci. J'ai réussi à joindre, pas facilement, faut pas exagérer, mais j'ai réussi à joindre le service client. J'ai réussi à les avoir, etc., etc. Donc pour l'instant, 0 souci avec budgétaire. Donc je ne peux que vous le conseiller. Certains ne seront pas de mon avis, mais ça, c'est un autre avis. Sachez qu'il y a également Expedia. Alors là, c'est les Américains, c'est du lourd, c'est du gros. C'est Washington, etc. Ils ont Hotel.com avec eux, Abritel, c'est aussi Expedia. Donc là aussi, j'ai pris quelques billets avec eux, c'est rarement les moins chers, mais là aussi, jamais aucun souci. J'ai pris pour Bangkok au mois de décembre, je vous en parle, même si ça n'a rien à voir avec la Tanzanie. Trip.com, eux, c'est basé à Singapour, je les ai pris il y a 3 ans, je crois. Là aussi, j'avais pas eu de souci. J'avais réussi à les avoir en service client. Donc trip.com, je vous en parlerai un peu plus au mois de décembre, savoir si ça a marché ou pas. Mais en tout cas, ouais, c'est la jungle de ces agences de voyage en ligne. Il y en a énormément, laquelle choisir, comment faire, etc. Je vous ai un peu donné mon avis. Il y a une dernière petite astuce. Les compagnies aériennes mettent sur ces agences de voyage en ligne leurs billets le lundi, je crois. Donc la nuit du lundi au mardi, c'est pas mal. Les billets ont tendance à commencer à baisser. Sachez qu'en milieu de semaine, c'est plutôt intéressant. Et plutôt la nuit d'ailleurs, si vous recherchez vos billets, il y a moins de monde qui recherche, ça fait moins monter les prix. Évitez absolument le week-end ou le lundi matin. C'est pas très intéressant. Donc ouais, peut-être chercher, alors il va s'armer de patience, trouver un billet d'avion aujourd'hui à un bon prix, c'est toute une aventure, d'accord. Trouvez d'abord le bon site, le bon comparateur. Moi je vous ai dit Google Fly, Skyscanner, pour moi c'est les meilleurs. Après vous pouvez avoir un avis différent. Une fois que vous avez trouvé vos billets, on tape dessus et là vous avez les agences de voyage en ligne, laquelle choisir, ne pas se faire avoir. On va sur les forums, ça fait un peu peur sur les forums, forcément on retrouve que ceux qui ont eu des problèmes avec ces agences de voyage en ligne, notamment pendant le Covid, il y en a eu énormément. Donc ouais, ça fait un petit peu peur, ça fait un peu flipper. Donc moi je vous donne un petit peu mon avis, voilà. Il faut y aller tard le soir pour chercher ses billets d'avion. Évitez de se faire repérer son adresse IP, sinon ça va vous faire monter les prix quand vous allez y retourner. Peut-être y aller d'abord en fenêtre privée ou sur un autre ordinateur. Et une fois qu'on a trouvé le prix, avec son ordinateur, c'est parti, on réserve et on fait ça assez rapidement pour éviter que ça monte, puisque si vous vous trompez ou si vous dites « Ah non, je prends pas », je vous avais un petit peu peur, et bien quand vous y retournez 1 heure après, le prix n'est déjà plus le même. Bon, les billets d'avion sont pris, vous avez trouvé de bonnes opportunités. Maintenant, il s'agit de faire son sac. D'accord? Alors, quelques petits conseils. Je pars régulièrement avec celui-ci. Sur un sac à dos, il peut se porter sur le dos. Il est imperméable au cas où votre sac aurait tendance à l'aéroport à rester un peu dehors avant qu'on le charge dans les soutes. Au cas où il y a de la pluie sur place. C'est plutôt pas mal. Ça évite à tous ces affaires d'être mouillées à l'intérieur. Surtout qu'attention, en Tanzanie, théoriquement, on n'a pas le droit d'amener de sacs plastiques sur le territoire. Ça pourrait vous valoir une amende. On n'a pas été fouillé, personne n'a regardé, il y a des plastiques de partout. Mais bon, on va pas tenter le diable. Donc un bon sac, d'accord, à mettre en soute. À l'intérieur, on prépare des affaires, évidemment. Moi, j'emmène un petit kawaii qu'on met à l'intérieur en cas de pluie, surtout si vous êtes à la petite saison des pluies ou même à la grande, même si c'est pas la bonne période pour visiter le pays. On est d'accord. On met également une petite polaire pour les soirées fraîches et pour les matins quand on va faire le safari. Dans la journée, comment la température monte, donc ça c'est bon. On évite pour le safari. Alors petit conseil, moi je pars avec des chemises généralement techniques, La Fuma, Millet ou Columbia, des chemises qui sont traitées, qui sont anti-chaleur, qui sèchent très rapidement, elles sont même anti-moustiques, anti-UV, enfin la totale. Ce sont des chemises qui ont fait leur preuve à Koh Lanta ou ailleurs, donc je vous indique de prendre ces chemises là. Pareil pour les shorts ou les pantalons, d'accord. Quand les autres transpirent à grosses gouttes dehors avec leur t-shirt en coton ou autre, vous êtes avec votre chemise, pimpant, on transpire à peine, ou en tout cas quand on transpire, ça très rapidement ça s'évapore et ça s'évacue, ça c'est super. On évite peut-être
J'ai l'habitude de partir moi avec ce style de pantalon ou de les couleurs sombres. Sachez que les moustiques et les mouches tsetse adorent ces couleurs. On préfère donc les couleurs sable, les couleurs safari, le vert ou le beige. C'est beaucoup mieux indiqué. Pareil pour le short, d'accord. Contre les moustiques, ça vous évitera de vous attirer ces insectes, même si je vous l'ai dit, on n'en a pas croisé beaucoup, d'accord. Donc ça, c'est mis dans sa valise. Bon, on met quelques slips, quelques chaussettes. Hein, on a tout traité ça ou ça avec le produit anti-moustique répel insecte bleu, d'accord. On a fait ça quelques semaines avant de partir et c'est valable 2, 3, 4 semaines, c'est-à-dire que vous êtes déjà protégé contre les insectes avant d'arriver sur le territoire. On prend des chemises qui se remontent peut-être comme ça et qui sont couvantes, d'accord. Prévoyez de mettre également de l'anti-moustique sur vos chaussettes et sur vos chaussures, même si c'est pas, très franchement, tout ça, pour tout vous dire, nous, à mois d'août, ça n'a pas servi à autre. Alors peut-être qu'on a éloigné les moustiques avec nos produits, j'en sais rien, mais on n'a pas vraiment été approché par des masses de moustiques. Pour les chaussures, on n'oublie pas, hop, d'amener, moi j'amène une vieille paire de baskets pour aller dans l'eau. Si vous avez les chaussures plastiques, c'est encore mieux, d'accord. Notamment à Zanzibar ou dans la mer, il y a pas mal de coraux, de pierres et autres dedans. Donc pour marcher, pour aller loin, ça pourra vous servir. Eh ouais, amener une bonne paire de chaussures pour le safari, une petite paire de tongs pour être tranquille au bord de la piscine. Et voilà, on est plutôt pas trop mal équipé. D'accord. J'ai prévu également un petit sac à viande pour le safari que j'ai enduit lui aussi de produits anti-moustiques. Le sac à viande, c'est mieux qu'un gros sac de couchage. Il fait assez chaud là-bas. Vous allez avoir très très chaud, notamment dans les cases fermées. Donc bon, un petit sac à viande. Moi, il est polaire. Très franchement, ça m'a servi. Dedans, j'avais une petite moustiquaire intégrée qui m'a permis de m'enrouler dedans. La seule fois à Roua où je n'avais pas de moustiquaire à disposition. C'est la seule fois où j'ai été mangé par les moustiques, soit dit en passant. Bon, pour le reste, sachez qu'en sac cabine, j'amène également son petit frère, toujours avec moi. Dedans, j'ai de quoi tenir 3 ou 4 jours. Vous avez vu que dernièrement, c'est un peu la panique dans certains aéroports. On a tendance à perdre un peu les bagages. On perd votre seul bagage avec tout dedans, vous êtes mort. Donc moi, j'ai ce sac-là, d'accord, qui rentre en cabine, où j'ai l'essentiel de ma vie dedans. J'ai 2 ou 3 chemises, un pantalon que je porte généralement sur moi dans l'avion. J'ai également ma paire de chaussures, mes tongs. J'ai de quoi survivre pendant 3-4 jours, le temps que mon bagage arrive. Un masque, évidemment, obligatoire. La Turquie, je ne l'ai pas demandé, mais au retour, la Qatar demandait un masque à porter, donc il fallait le porter, on le met dedans. J'ai ma petite bombe anti-moustique, soit 100 ml, ça suffit, et ça va dans la... On peut le prendre à la main, d'accord. En dessus, attention, c'est interdit. Qu'est-ce que j'emmène d'autre? Sachez que j'ai également, pas bête, un petit chargeur autonome pour mon portable et ma caméra. En safari, quand on dort dans les tentes et qu'il n'y a pas de prise, ça peut servir. D'accord. Autre chose, je me suis amené également, et ça je l'ai mis dans le gros sac, je ne l'ai pas mis avec moi dans le petit, une multiprise pour charger la caméra, le sac et autres, et pour les amis également. Quand il n'y a qu'une seule prise dans le truc, ça peut être pas mal et qu'on se bat pour charger son portable. Bon, soit dit en passant, pour charger les portables, dans les jeeps, en safari, on peut le faire. Bon, on peut se passer de portable, mais moi comme je filme avec, ça peut être intéressant. D'accord. En safari, le truc très important, les jumelles. Alors si vous avez des jumelles, faites-le, allez pas investir dans des jumelles à 1000 ou 2000 euros. Sachez que les Rangers en ont, eux. Alors des fois il y en a des bonnes, des fois un peu moins bonnes. Le Rangers avec qui on était à Roua avait des super jumelles, elles nous ont servi, il nous les a prêtées tout le long et ça c'était pas mal. Mais enfin, si on a sa propre paire de jumelles, à Mikumi par exemple, le gars dans la Jeep n'en avait pas, ou alors il en avait des petites, pas super. Quelqu'un dans le groupe en avait des super bonnes, des américaines, et là on pouvait voir les animaux comme s'ils étaient en face de nous. Pas oublier une petite lampe torche, d'accord, pour quand on rentre la nuit, quand on est en safari ou autre, c'est super important, c'est pas toujours éclairé partout en Tanzanie, surtout quand on est dans un camping ou en plein milieu de nulle part, évidemment dans la savane. Autre chose importante, peut-être le petit truc pour les yeux, les rideaux sont rarement occultants dans les champs de Tanzanie. Amenez vos boules caisses aussi, mosquées, avions, bruit dans la rue. Parfois, les nuits peuvent être courtes et avec une bonne paire de boules caisses, on se fait quand même quelques bonnes nuits. Ça permet quand même de souffler et d'éviter d'être complètement crevé. D'accord? Pour mettre l'argent, moi j'ai toujours ça sur moi. Je la mets contre moi. Évidemment, je mets mon argent dedans. C'est imperméable, ça évite que tout se mouille et ça permet d'avoir son argent tout contre soi et de éviter de se le faire voler avec une banane trop apparente. Ça fait un peu trop touristique d'ailleurs. Puisqu'on parle de banane, pour mettre l'essentiel de mes documents, moi je me suis acheté ça. Alors ça fait un peu cow-boy, c'est vrai, mais c'est plutôt pas mal, d'accord.
Hop, ça se porte ici, ça s'attache là. On l'a sous la main pour éviter de se la faire voler. Hein, imperméabilisant, et dedans on peut mettre pas mal de choses. Je mets dedans ma caméra, je mets dedans mon passeport que je double avec ça. C'est-à-dire une petite pochette aussi imperméable. Imaginez qu'il prenne la pluie ou qu'il soit abîmé. Ah, évidemment, on est mal. Donc ça, dedans, double protection pour mon passeport. Je fais une triple protection. Je prends en photo et j'ai scanné mon passeport et les passeports de la famille que j'ai envoyé sur ma boîte mail, en même temps que mon QR code, en même temps que mon passe vaccinal, etc., etc. Double possibilité, si je le perds, je l'aurai également en copie et ça sera plus facile peut-être pour le faire refaire. Pareil, évidemment, pour le passe vaccinal. D'accord ? Un guide, si vous allez dans le nord du pays, le guide du routard est pas mal. Si vous allez dans le centre comme nous, Mikumi, Roa, il ne vous servira à rien. Il y a 2 lignes dedans. Hein, on dirait que le guide du routard n'est fait que pour les nantis qui vont faire les super safaris et qui passent par les agences. Et c'est pas un routard ça, si? Bon, nous on est des routards, donc on n'a pas pris celui-là. J'ai pris plutôt celui-là, le petit futé. Alors il est un peu plus confus quand on a l'habitude du guide du routard. C'est pas très bien organisé, ça part dans tous les sens. C'est assez mélangé, mais c'est plutôt complet. Il y a pas mal de choses sur Roa, il y a pas mal de choses sur Mikumi. J'ai préparé mon voyage avec le petit futé. Le Lonely Planet est vraiment pas mal non plus. Donc, si vous allez dans le centre et le sud du pays, vous pouvez oublier le routard. Il vous servira absolument à rien. Bon, voilà, vous avez vos billets en poche. Vous êtes prêts. Vous avez choisi la bonne période. Vos sacs ont été préparés également. Il n'y a plus qu'à, direction la Tanzanie. On se retrouve dans notre prochain numéro pour parler de la préparation sur place, question formalité, arrivée, hébergement, transport, tout ce qu'il faut savoir pour bien préparer son voyage en Tanzanie. Allez, c'est parti, mon kiki.